C'est parti. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Parlons politique autrement. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Oui, on va parler encore élection européenne. Je rappelle quand même, le scrutin c'est le 25 mai, donc on vote pour ces fameux scrutins européens. Alors notre invité aujourd'hui, c'est Marie-Luce Brasier-Klein. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes tête de liste du Front National pour la 8e circonscription des Outre-mer. Le nom de votre liste, c'est la liste Bleu Marine. Vous restez fidèle à l'empreinte que vous avez voulu imposer depuis les municipales, la liste Bleu Marine, avec un nom particulier, non à Bruxelles, oui à la France. Marie-Luce Brasier-Klein, comment peut-on dire non aujourd'hui à Bruxelles quand on sait, allez, on va parler de la Réunion, la 8e circonscription des Outre-mer, quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un projet qui se monte ou un projet de développement qui s'organise sans financement européen? Eh bien, je vais vous dire que par rapport justement à ces subventions et à ces financements, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a un arbre à euros, une semence à euros à Bruxelles? D'où viennent ces subventions? Ces subventions correspondent à la contribution des 28 États, voilà, en l'occurrence de la France. Et je dois dire que la France, elle apporte 20 milliards, sa contribution est de l'ordre de 20 milliards, elle en récupère 13 et 7 milliards lui sont confisqués. C'est normal, c'est le fonctionnement de l'Union européenne. Et idem avec les autres États, ce qui fait que 7 plus 7 plus 7 plus des 1000 et des 100, eh bien ça fait une enveloppe pour les subventions. Donc finalement pour vous, Marie-Luce Brasier-Klein, c'est sortir de l'Europe, garder son financement? Alors, une précision, sortir de l'Europe. Vous savez, l'Europe, quand on prend la carte du monde, l'Europe a toujours existé. La France sera toujours un pays européen sur la carte du monde, un pays de l'Europe. Nous, ce que nous voulons absolument, c'est sortir de l'Union européenne, en finir avec cette politique, cette dictature de l'Union européenne. Depuis que l'Union européenne existe, nous avons perdu tout pouvoir. Elle nous a tout confisqué. Elle nous a confisqué notre monnaie, notre pouvoir budgétaire, notre pouvoir économique, notre pouvoir décisionnel. Vous savez, le président de la République, il gouverne de par Bruxelles. Ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande de faire, ces mesures se correspondent à la feuille de route de Bruxelles. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons non à Bruxelles, oui à la France. Bruxelles, c'est tous ces traités qui ont été négociés, ratifiés par l'UMPS, par nos dirigeants, par les technocrates de Bruxelles, et ces traités pénalisent la France. Donc finalement, vous êtes pour la sortie de la France de l'Union européenne, ou alors vous voyez plutôt un autre mode de fonctionnement, un autre mode de gérance pour l'Europe? Un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que vous savez, on voudrait une Europe des nations, une coopération entre des nations libres et souveraines. Vous voyez, il y aura une nation, une autre, que toutes les nations soient libres et souveraines, que l'Union européenne n'ait pas à nous dicter son fonctionnement. Par exemple, à propos des normes françaises, c'est passé aux normes européennes. Quand on prend les petits bateaux de pêche, vous savez, les petits mahorais, les petits pêcheurs mahorais, ils vont à la pêche dans l'océan Indien, ils ont des petites barques qui s'appellent les barques Yam, vous savez, les barques Yamaha. Et donc cette pêche, c'est uniquement pour leur consommation personnelle, pour leurs les petits restaurants. Et on leur demande de mettre leurs barques aux normes européennes, et les normes européennes, ce seraient des chalutiers du type des chalutiers bretons. Mais vous vous imaginez un petit pêcheur mahorais investir dans un chalutier? C'est impensable, mais c'est une énormité. Comment l'UMPS peut laisser passer une chose pareille? Donc ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus aller pêcher
affiché. Et pourtant, l'Europe a tenu compte, il a fallu effectivement batailler pendant des années, mais a tenu compte quand même de nos fameuses régions ultrapériphériques. Nous avons des spécificités aujourd'hui qui effectivement permettent non pas de coller complètement à ce que impose Bruxelles en ce qui concerne la région des DOM, mais d'avoir en quelque sorte des aménagements, voire des allègements. Non, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on nous laisse croire, mais il n'y a pas vraiment d'aménagement. Vous savez, les RUP, c'est, on va dire, le dernier souci de l'Union européenne. C'est clair. Vous savez, c'est Madame Merkel, elle a du pesant sur l'Union européenne. C'est la seule, d'ailleurs, qui est du pesant. Pourquoi? Parce que l'euro profite à l'Allemagne, et elle a même annoncé que un euro fort donne de la vigueur à ses exportations allemandes. Et donc Madame Merkel, d'ailleurs si c'est Monsieur Schulz, ou même que ça soit Monsieur Henkel ou Monsieur Schulz qui soit président de la Commission, eh bien vous pensez que Madame Merkel, eh bien les RUP, ça va être, c'est déjà son dernier le cadet de ses soucis. Eh bien ce sera, vous savez, un grain de sable. Donc voilà. Donc, est-ce à dire aussi que, puisque en tout cas pour votre liste, je rappelle non à Bruxelles, oui à la France, c'est aussi revenir à une autre monnaie. Oublier l'euro, revenir au franc, revenir à ces inflations, ces déflations des monnaies, cette parité entre les monnaies européennes, oui. Revenir à l'ancien système. Oui, mais écoutez, je n'ai pas peur et nous n'avons rien à craindre de ceci, étant donné que nous demandons à ce qu'on revienne. C'est impératif. Nous ne pouvons pas continuer avec cet euro fort. C'est impossible. Nous allons droit dans le mur. Vous savez, l'euro, depuis sa création, a augmenté d'environ 54%. C'est-à-dire qu'au début, l'euro, il était de l'ordre en dessous de $1, et maintenant je crois qu'il vaut aux alentours de 1,30 ou 1,40. Donc c'est énorme, et donc on ne peut plus avoir une politique de compétitivité. Donc c'est impossible, et la seule solution, c'est indispensable, ça fait partie de notre projet. Nous voulons revenir à nos monnaies nationales, mais cette décision, elle va être prise de façon institutionnelle. Vous voyez, Marine, notre présidente, elle dira: écoutez, nous pensons que voilà la situation dans laquelle se trouve l'euro, nous préconisons telle ou telle mesure, et donc par référendum, le peuple va participer à cette décision, à ce choix. Mais ce choix, il est indispensable. Et au niveau des échanges, vous savez, autrefois, on est passé d'une monnaie à l'autre. Je me rappelle à la Réunion, j'ai encore le souvenir quand on était passé du franc CFA au franc français, ça s'est très bien passé. Donc il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas comme c'est préconisé dans le programme de Marine Le Pen. Et je dois rajouter que Marine Le Pen, elle n'est pas une débutante. Si elle estime, vous savez, c'est un programme qui a été vraiment étudié sérieusement. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas réalisé, qu'il ne soit pas réalisable. Donc j'ai entièrement confiance. Et d'ailleurs, de grands économistes vont dans son sens. Donc c'est faisable. On va en parler de votre programme, et c'est peut-être effectivement les explications qui ont été données depuis des semaines, en tout cas du programme du Front National, qui ont fait que ce parti se retrouve quand même, si on en croit les instituts de sondage, avec une énorme marque de confiance de la part des électeurs. Alors, pas exclusivement français, en tout cas français en ce qui concerne le Front National. Oui. On le voit aussi dans d'autres pays européens, des partis qui sont apparentés aussi avec le Front National français, qui ont une énorme capital de sympathie vis-à-vis de l'électorat. Pour vous, comment vous analysez ce capital sympathie, hormis peut-être, alors il y a effectivement le programme dont on va parler, les propositions qui sont faites, mais il y a peut-être un autre facteur qui rentre en ligne de compte aujourd'hui. Bien, écoutez, on va dire qu'autrefois, on était muselés. Donc, c'était difficile de communiquer notre programme aux citoyens. Et depuis qu'il y a les réseaux sociaux, tout circule
sur le net. Donc le citoyen, il voit ce qui se passe, il voit comment nous avons un projet pour défendre la France, notre patrie et les Français, défendre le pouvoir d'achat des Français. Les Français se sont rendus compte que l'UMPS, nos dirigeants, faisaient tout pour garder le pouvoir. Donc c'est une décision, un choix, une prise de conscience des Français. Et les Français, ils en ont assez de ce système. Vous savez, on est passé sous Mitterrand, on était à 14 années sous Mitterrand. Ensuite, on a eu du Chirac et du Sarkozy. Tous ces traités, ils ont été négociés, et ces traités, quand on les regarde en surface comme en profondeur, ils pénalisent la France. Donc, ils ont signé, ils sont responsables du fonctionnement de l'Union européenne. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu que l'Union européenne, elle a décidé que les concombres doivent faire 180 grammes. Non, mais franchement... Ouais. Mais si on était au 1er avril, je me serais dit, c'est un poisson d'avril. Mais c'est dingue, c'est inadmissible, c'est pas possible. Mais où va-t-on? On a l'impression quand même aujourd'hui, justement, je reviens sur ces intentions de vote qui ont été présentées depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant, par les instituts de sondage, que vous affolez les partis, ce que j'appelle moi les partis traditionnels, l'UMP, le Parti socialiste, même le Front de gauche, d'autres, les écologistes également. Comment vous ressentez ça aujourd'hui? Écoutez, c'est très bien. Et vous savez, moi, si je suis élu député européen, je me ferai un plaisir de m'exprimer. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, pendant tant d'années, je n'ai pas eu droit à la parole. J'ai été bâillonnée, donc je me ferai un plaisir. Donc et je leur et puis bon, pas le pied de nez, mais bon, je serai je serais très heureuse d'avoir pu arriver au pouvoir et de pouvoir mettre en pratique notre projet et montrer que il y a des résultats bien sûr et montrer aux Français que nous ne sommes pas ceux qu'ils ont voulu montrer aux citoyens. Aujourd'hui justement, c'est quoi l'image qui ressort que l'on veut montrer au Front National et donc sur laquelle vous n'êtes pas d'accord du tout? Souvent on dit le parti de Marine Le Pen est parti extrémiste, on parle d'extrême droite, ouais. On dit un parti extrémiste. Vous vous sentez vous extrémiste? Mais dans l'idée, dans le fonctionnement? Pas du tout. Moi, je dis que c'est le langage du journaliste. Ouais. Donc, ça ne fait pas partie de mon langage. Donc, je n'irai pas plus loin. Je suis Front National, Rassemblement Bleu Marine. Je suis une citoyenne avec un cœur, des sentiments. Donc, voilà. Alors, on va revenir aussi sur votre nomination, le choix qui s'est fait effectivement sur votre personne. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est une commission qui se réunit à Paris et bien sûr, dans chaque département, il y a des militants, des adhérents, des sympathisants et je pense que le choix s'est porté sur mon nom puisque ça fait 35 ans que je milite, 35 ans que j'adhère et j'ai été candidate à plusieurs élections locales, donc je pense que ce choix, je ne sais pas, je leur ai pas posé la question, mais de toute façon, vous savez, quel que soit le candidat, nous sommes 9 et il a fallu mettre l'un avant l'autre, vous savez, voilà. Donc je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, Marie-Louise Brazier-Klein, vous êtes tête de liste, c'est-à-dire que vous avez aussi des colistiers. Vous allez représenter effectivement l'océan Indien. Vous avez des colistiers qui vont représenter le Pacifique, l'Atlantique. Comment se sont faits aussi les choix? De la même manière pour effectivement vos colistiers Pacifique et Atlantique? Je pense que c'est de la même façon. Ils ont fait leur choix là-dessus. Pour mes colistiers, ils ont été aussi candidats à plusieurs reprises et peut-être tête de liste parce que c'est par rapport au décalage, c'est plus facile. Enfin, la Réunion est beaucoup plus proche géographiquement de la France, donc c'est plus facile de s'y rendre pour différentes formalités, peut-être pour ça aussi. Alors vous êtes allé à Paris
tout récemment. Tout à fait. C'était quoi? C'était pour une séance d'investiture en quelque sorte? Oui, on va dire ça une séance d'investiture. En fait, on a fait connaissance avec toutes les candidats du FN Rassemblement Bleu Marine, tous les candidats de métropole, et moi en tant que tête de liste de l'Outre-mer. Donc nous avons fait connaissance. Et puis nous sommes partis pour le dépôt de candidature au ministère de l'Intérieur, tous ensemble. Donc c'était le choix de notre présidente Marine Le Pen. Et puis nous avons travaillé aussi sur place notre programme. Nous avons travaillé le programme, les différentes tous les différents supports écrits pour ces élections européennes. Alors on va en parler dans quelques instants justement du programme Marie-Luce Brazéclin. On va marquer une première pause et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Deuxième partie de cette émission, Jean-Pascal et son invité. Voilà, donc l'invité aujourd'hui, eh bien c'est Marie-Luce Brazéclin. Marie-Luce Brazéclin qui est tête de liste du Front National pour la 8e circonscription des Outre-mer. Tête de liste de la liste Bleu Marine, non à Bruxelles, oui à la France. Alors on parlait effectivement de ce programme qui a été élaboré donc au Front National. Une question tout de suite, moi, qui me brûle les lèvres, c'est qu'effectivement, si le programme a été élaboré en concertation avec les élus nationaux, est-ce qu'il y a aussi une déclinaison régionale? En quelque sorte, il y a effectivement, puisque un retour, en tout cas à la comment dire, et c'est l'intitulé de votre liste, de quitter l'Union européenne pour finalement revenir plus sur des idées frontalières, la France. Est-ce à dire aussi que il y a aussi une déclinaison particulière régionale? Est-ce qu'il y a des propositions qui concernent l'Outre-mer, de manière générale, la Réunion en particulier, les Antilles, la Nouvelle-Calédonie et toutes ces régions qui aujourd'hui, effectivement, cohabitent au sein des régions ultra-périphériques à l'Union européenne? Est-ce qu'il y a eu des soucis particuliers de préserver et de mettre en valeur ces spécificités géographiques et locales? Mais absolument, absolument. Et j'estime que si Marine Le Pen a pris la peine de monter notre liste Rassemblement Bleu Marine pour l'Outre-mer, eh bien c'est qu'elle éprouve des sentiments, elle est attachée à ses possessions françaises. Ce sont des petits bijoux et qui sont avec des richesses souvent inexploitées, délaissées. Quand on regarde la différence, je me suis rendue à Mayotte, département français, et ça fait frissonner quand on voit la misère qui règne à Mayotte. Et je me suis dit, ils se considèrent comme des Français de deuxième zone. Et non seulement c'est plus que ça, ils se considèrent, mais ils sont considérés parce que quand on regarde les infrastructures routières, quand on regarde leur toit, leur maison, c'est des bidonvilles, c'est du béton brut, c'est pas d'eau courante, pas d'électricité, mais c'est incroyable. Et puis ils n'ont pas les mêmes droits que les Français, je dirais les Français de métropole ou de la Réunion, peut-être d'autres pas d'aide sociale, leur SMIC est à 7 €, mais ils sont français ou ils sont pas français, c'est incroyable. Donc pour vous, on leur fait subir une période d'intégration, si vous pouvez l'appeler comme ça? Tout à fait, ou peut-être de punition, peut-être qu'ils ont demandé à être français, mais que la France, n'en voulait pas trop. Donc moi, le message qu'on fait passer aux Mahorais, c'est que Marine Le Pen a pris la décision parce qu'elle y tient, elle a cœur les possessions françaises. Elle estime que c'est un patrimoine et c'est un atout pour la France d'avoir des possessions françaises. Donc elle m'a confié la mission de mener et elle a monté une liste pour qu'on puisse mener cette campagne des européennes, pour qu'on puisse avoir un député européen domien pour défendre les intérêts des Français d'outre-mer.
Voilà. Alors je le disais tout à l'heure, Marie-Louise Brazier-Klein, si on quitte l'Europe, effectivement, il va falloir trouver en tout cas des fonds supplémentaires. Vous avez démontré tout à l'heure que ces fonds, on pouvait de toute façon les utiliser, puisque c'est en quelque sorte ce que le pays versait à Bruxelles qui pouvait être réinjecté dans les économies locales. Quelles seraient les priorités pour redémarrer, pour remettre en route un petit peu à la fois l'économie et le développement? On va parler des Outre-mer, puisque c'est ça qui nous intéresse au premier chef par rapport à notre installation géographique. Qu'est-ce qui pour vous est la priorité des priorités? Alors, avant de parler de la priorité des priorités, je vais quand même parler un peu des subventions, vous savez, et de cette politique monétaire de l'Union européenne avec la Banque centrale européenne. Vous savez, la France, elle a 2000 milliards. Sa dette est de l'ordre de 2000 milliards. Alors, la Banque centrale européenne, elle contracte des emprunts auprès de banques privées avec des intérêts sans intérêt, taux zéro. Et elle redistribue, elle accorde des prêts aux banques de l'Union, des 28 États, en l'occurrence la France, à un taux d'intérêt excessif et qui occasionne, en fait, c'est ces taux d'intérêt qui font que la dette, elle grimpe et que c'est une politique bancaire asphyxiante. Mais la France, elle ne pourra pas s'en sortir si on continue à ce rythme et qu'on passe par, qu'on a toujours l'obligation de passer par la Banque centrale européenne. Et ceci, nos dirigeants sont toujours responsables. Tout ce qui se passe, tout le fonctionnement de l'Union européenne, l'UMPS est responsable. Ils sont à l'Union européenne, ils sont à l'Assemblée européenne, ils siègent, ils sont responsables du fonctionnement. Alors que la France, elle aurait très bien pu passer par la Banque de France et ne pas bénéficier de prêts à taux zéro et s'en sortir, voyez. Donc déjà, c'était une parenthèse. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que vous savez, au niveau des subventions, alors on était l'Europe des 15 et les subventions, elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que nous avons une table dressée pour 15 et nous sommes à 28 à table. Mais le citoyen n'est pas au courant. Donc je souhaite que les citoyens le sachent. Mais ça veut dire qu'il aurait fallu qu'aujourd'hui les États payent finalement plus que ce qu'ils payent aujourd'hui pour avoir une répartition équitable? Non, il faut carrément plus de répartition, plus d'Union européenne, plus de fonctionnement. La France, elle va gérer, qu'elle retrouve un pouvoir, une souveraineté en matière budgétaire, en matière économique, en matière monétaire, vous savez, le Schengen, le contrôle des frontières, l'immigration clandestine qui coûte 80 milliards, mais c'est énorme. Mais c'est une dette. L'Union européenne, on est obligé de répondre à Schengen, ça a été ratifié par nos dirigeants, donc on est obligé de dépenser 80 milliards. Et tout le monde sait que cette immigration clandestine, eh bien c'est un fléau, et non seulement c'est un fléau, en tant qu'être humain, je me demande comment nos dirigeants UMPS et nos technocrates, ils ont mis en place Schengen. Vous savez, avec tous ces Lampedusa, moi je dis Lampedusa, c'est à chaque fois qu'il y a un naufrage, ces bateaux bondés, sur ces bateaux, ces clandestins, ce sont des êtres humains comme nous, et ils se retrouvent au fond de l'océan. Et c'est inadmissible, donc nos dirigeants sont responsables de ceci. Voilà. Donc déjà, on peut récupérer des fonds là-dessus. Vous savez, il y a des dépenses inconsidérées, et l'Union européenne, elle fait un peu n'importe quoi. Vous voyez, quand il s'agit de payer 70 milliards pour la Grèce, c'est le prix à payer, c'est tout à fait normal, on y va. Mais quand il s'agit de payer 7 milliards pour les RUP, les régions ultra-périphériques, ça coûte trop cher, non, mais ça vaut pas la peine, non, on peut pas, c'est pas possible, c'est trop cher. Donc vous voyez, on nous fait croire qu'il y a des subventions, enfin c'est vrai qu'elles y sont les subventions, mais la France, maintenant je vais revenir au programme spécifique à l'outre-mer, en supprimant l'octroi de mer.
Vous voyez, la suppression de l'octroi de mer, sauf pour les produits d'importation qui font concurrence à notre production locale. Voilà, c'est clair. Eh bien, en supprimant cet octroi de mer, le produit qui arrive à La Réunion ou dans les départements d'outre-mer, on va dire une voiture, eh bien, il n'y aurait pas un écart considérable sur le prix de revient entre le prix de la voiture en métropole et le prix de la voiture pour les Français d'outre-mer. Il y a ceci. Et puis, vous savez, alors, celui qui achète le produit, on prend comme exemple le riz, voyez. Alors, il y a un commerçant qui va prendre ce riz, le riz lui reviendra moins cher puisqu'il y aura plus l'octroi de mer. Résultat, il y aura un impact sur le prix de revient pour le consommateur. Le consommateur, lorsqu'il ira acheter ce riz, eh bien, il sera à un prix plus intéressant. Donc, ceci, ça donne ça augmente le pouvoir d'achat des Français d'outre-mer, et aussi ça lutte contre la concurrence déloyale. Parce qu'avec la politique de l'Union européenne, on encourage tout ce qui est concurrence déloyale, importation, au détriment de l'économie du pays. Vous voyez. Et donc, attendez, je vais vous dire. Mais on sait aussi que les communes, l'importation. Oui, on va y venir aux communes parce qu'effectivement, si on supprime l'octroi de mer, il va falloir trouver une compensation pour le financement des communes, puisqu'aujourd'hui c'est l'octroi de mer qui effectivement permet de faire fonctionner les municipalités. Mais on ne pourra pas non plus se couper de toutes les importations. On est loin aujourd'hui de l'autosuffisance alimentaire. On a un problème de terrain, d'urbanisation. Donc, il y a des choses qui devront continuer à être importées. Tout à fait. Mais bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais on va développer ce qui est développable. Vous voyez? Et ensuite, c'est-à-dire la production agricole, par exemple. Tout à fait, la production agricole. Et puis, vous savez, le prix, il sera inférieur. Et forcément, c'est plus intéressant pour le panier de la ménagère, pour le portefeuille. Et le prix étant inférieur, les gens achèteront davantage, on en plantera davantage, et tout ça, ça va faire une économie locale, et ça profitera aux municipalités. Voilà. Alors comment ça peut justement bénéficier aux municipalités? On le disait tout à l'heure. Vous êtes favorable à la suppression de l'octroi de mer, en sachant que l'octroi de mer aujourd'hui, pour certaines municipalités, notamment les plus petites, c'est 60, 70, voire 80% de leur budget de fonctionnement. On leur retire l'octroi de mer, ces municipalités, qu'est-ce qu'il leur reste? À mettre la clé sous la porte? Non, pas du tout. Au contraire, les municipalités, elles ont besoin de bien fonctionner. Et ces municipalités, elles auront une enveloppe, et cette enveloppe, elle sera soumise à un contrôle, à un suivi, parce que il y a des dépenses un peu n'importe comment. On se retrouve avec des emplois fictifs, des factures inexpliquées, de montants faramineux, et ça correspond à un fonctionnement communal. Et puis quand on creuse, eh bien, ça va pas du tout au profit de la commune, vous voyez. Donc ça va être, je pense qu'il y a beaucoup de gaspillage. Et cette enveloppe, elle viendrait d'où? Elle sera attribuée comment et par qui? Eh bien, les spécialistes, ils ont prévu un fonctionnement. Donc je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais c'est prévu le fonctionnement, et il est déterminé par des spécialistes, donc ça va se faire. Cette enveloppe, elle sera effective, réelle et fonctionnelle. De toute façon, il faut que les communes elles fonctionnent. Alors il y a aussi quelque chose qui fonctionne pour l'instant assez bien ici, puisque effectivement pour pallier aussi au projet de réduction des subventions de l'État vis-à-vis des collectivités. On a aujourd'hui un gouvernement qui prévoit effectivement, en ce qui concerne les territoires, une refonte effectivement des territoires, des intercommunalité, suppression des départements ou réduction du nombre de régions. Est-ce que vous, par exemple, cette réforme territoriale, vous y êtes opposé, vous y êtes favorable, ou vous la voyez autrement? Écoutez, parce que si effectivement on quitte Bruxelles et qu'on se concentre exclusivement sur un fonctionnement français, il va falloir repenser aussi peut-être un certain nombre de choses qui vont permettre effectivement aux régions, aux départements et aux municipalités de fonctionner, puisque on en parlera encore certainement, mais le montant des subventions européennes, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards. Oui, monsieur, les montants des subventions européennes correspondent à plusieurs milliers
d'euros. Mais vous savez, l'Union européenne est responsable de la fermeture de plein d'usines. Vous voyez, le fonctionnement de l'Union européenne est responsable de l'austérité. Le fonctionnement de l'Union européenne est responsable de la situation économique de la France. Si nous produisons français, eh bien, vous savez, comme dans les années des glorieuses, il y a des usines, ça fonctionne, ça rapporte de l'argent. Au niveau sur le plan économique, eh bien, c'est une bonne santé. Donc, au niveau de l'économie, c'est un signe de bonne santé. Donc, à ce moment-là, les choses vont bien et voilà, on n'a pas besoin de l'Union européenne. Au contraire, l'Union européenne nous appauvrit. Mais ça veut dire aussi perdre peut-être quelque part du pouvoir d'achat, parce que si effectivement on fabrique français, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi fabriquer pour dépenser et vendre localement, mais il va falloir aussi qu'on ait une balance commerciale extérieure qui permette justement ces réductions des déficits et qui aujourd'hui, parce qu'il va bien falloir les éponger ces déficits un jour. On a un plan d'austérité, on a les conditions de rembourser la dette des gouvernements précédents. Comment on va orchestrer tout ça économiquement? Eh bien, il faudra mettre de l'ordre sur déjà la corruption, tout ce qui va de travers. Il y a des milliards qui filent et qui on ne sait pas où ils vont ni où ils sont. Donc, vous savez, il faudra diriger une gouvernance carrée, transparente. Voilà, c'est comme ça. On va marquer une dernière pause et puis on revient avec vous pour la suite de l'émission Marie-Luce Brasier-Klein. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jean. Le dernier quart d'heure de cette émission, Jean-Pascal et son invité. Voilà, dernier quart d'heure en compagnie de Marie-Luce Brasier-Klein, tête de liste du Front National pour la 8e circonscription des Outre-mer, la liste bleu marine, non à Bruxelles, oui à la France. Marie-Luce Brasier-Klein, pas une anecdote, parce que c'est quand même important, je crois même que c'est très révélateur de l'intérêt peut-être du Front National pour les Outre-mer. C'est la visite de Gilbert Collard dans notre département, il y a quelques jours de cela. Qu'est-ce qui a valu que effectivement Gilbert Collard vienne à la Réunion, en quelque sorte présenter le programme du Front National, mais aussi allez vous adouber, vous investir? Comment vous l'avez pris, vous? Eh ben très bien. Ce fut, je l'en ai remercié d'ailleurs. Oui, c'est très important pour moi qu'il soit un peu mon parrain lors de la présentation de ma présentation aux citoyens réunionnais. Donc c'était très important, puisque si j'avais fait une conférence de presse toute seule, eh bien je pense qu'elle aurait été moins suivie. Non, pas moins suivie, mais pour moi, c'était très important qu'il soit là. Il est député. Personnalité, absolument. Donc c'était très important qu'il soit là. Voilà, je lui en ai remercié d'ailleurs, et il a apprécié son passage et l'accueil qu'il a eu à la Réunion. Quel regard justement il porte sur la Réunion en particulier, sur les Outre-mer en général, parce que bon, c'est un Parisien. Tout à fait. C'est un Parisien, mais il m'a dit que il adore l'outre-mer et il a l'intention de venir plus souvent, parce qu'il apprécie les îles, il apprécie les îles françaises, les départements d'outre-mer. Donc, quel que soit, pas uniquement la Réunion, il a l'intention de partir, de venir plus souvent dans les îles. Ouais. C'est aussi toucher du doigt une réalité, parce qu'effectivement, quand on est pour certains 8, 10 ou 15 000 ou 20 000 kilomètres effectivement de la mère patrie, comme on dit familièrement, c'est de toucher du doigt certaines réalités de terrain qu'on n'imaginait pas. Est-ce qu'il y a des choses qui l'ont surprise? Oh
oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui l'ont surprise, mais bon, je ne vais pas parler à sa place. Il devrait revenir très prochainement, donc vous aurez l'occasion de l'entendre et de le voir. Je n'aurais pas parler à sa place. Pas parler à sa place. Mais vous avez quand même échangé avec lui. Il y a quand même quelque chose peut-être en particulier auquel il ne s'attendait pas. Hormis l'accueil, bon, il savait pertinemment qu'il allait être suivi par les journalistes, il allait être sollicité, mais sur le terrain. Il a du travail. Il a du travail à la Réunion en tant qu'avocat. Oui, bien sûr. Je pense que. Parce que je pense que ça va de soi. Et pendant qu'on y était là, excusez-moi, donc tout à l'heure pour mon programme, j'avais parlé de la suppression de l'octroi de mer. Oui, alors je justement. Voulais également, si vous permettez, parce que le temps nous est compté, parler de l'élargissement et la pérennisation des zones franches, puisque les zones franches sont appelées à disparaître, et tout le monde le sait que l'instauration de zones franches, ça apporte l'activité, la création d'entreprises. Qui dit création d'entreprises dit emploi, qui dit emploi dit pouvoir d'achat, et qui dit pouvoir d'achat dit tout ça, ça fait ça joue sur l'économie. Voilà. On sait pertinemment que les zones franches, il y a quelques années, quand elles ont été mises en place, elles ont permis en tout cas aux entreprises de bénéficier d'exonération fiscale. Tout à fait. On a même pendant un certain nombre d'années étendu ces zones franches d'activité. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est carrément à l'inverse de la volonté de développer quelque chose. Comment vous expliquez ça? Écoutez, c'est parce que c'est un essai, bien qu'ils voient que ça. De toute façon, ça, je crois que ça arrange ça arrange certains, ça arrange nos dirigeants que ça n'aille pas. Comme je le dis, vous savez, il y en a que au niveau de l'Union européenne, il y en a que pour l'Allemagne. La France, plus la France va mal, plus nos technocrates de Bruxelles se portent bien, se portent mieux. Donc, il y en a pour l'Allemagne, mais il y en a bientôt aussi pour les États-Unis, parce que si on prend le fameux TAFTA, le projet de libre-échange, tout à fait. Quelles sont les craintes justement par rapport à un tel projet de libre-échange? Parce que là, ça sera la concurrence économique à tout crin, dit-on. Oui, absolument, mais vous savez, vous verrez au niveau des résultats pour ces européennes. Alors le TAFTA, le traité transatlantique, c'est exactement le même principe que les accords de Genève par rapport à la banane dollar. Vous savez, les agriculteurs des Antilles, lorsque Marine, elle était partie au salon de l'agriculture, ils lui ont dit, écoutez, vous êtes la seule à nous sortir de cette situation. Nous avons été notre économie, la banane était notre première économie, nous avons été écrasés par la banane dollar, et cette banane dollar, c'est une banane qui vient du Brésil, des États-Unis et d'ailleurs. Elle arrive sur les marchés à un prix inférieur que les bananes des Antilles. Résultat, les bananes des Antilles se vendaient moins bien et les bananes dollars se vendaient mieux, et donc les Antilles ont dû revoir leur production à la baisse et à la baisse et à la baisse et à la baisse jusqu'à presque ne plus produire. Donc c'est exactement le même principe. Ça veut dire que c'est libre circulation, échange entre les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Et donc avec ces échanges, c'est très important de savoir que nous n'avons pas les normes en France qu'aux États-Unis. C'est OGM, poulet lavé à l'eau de poulet lavé au chlore. Et si ce traité il est ratifié et que la France, moi en France, je dis je ne veux pas d'OGM, je vais devoir payer une pénalité et j'aurai affaire à des tribunaux privés. Ils vont instaurer des tribunaux privés dans le cadre des TAFTA, du traité transatlantique, des tribunaux privés du même type que dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Donc, voyez, mais c'est énorme. Comment nos dirigeants peuvent laisser passer une énormité pareille? Alors, ce qui est terrible, c'est que vous l'avez dit, on risque de manger des aliments traités aux OGM, des poulets lavés au chlore, mais paradoxalement, les Américains ne veulent pas manger nos fromages, soi-disant qu'ils sont remplis de moisissures. C'est comme ça. Et d'autres choses encore. C'est comme ça. Et alors, je vais vous dire que Marine Le Pen, avec son groupe, et c'est vrai qu'en plus, vous savez, au niveau de l'Union européenne, à chaque fois, ils nous instaurent des obligations qui font pour essayer de faire en sorte qu'on ne pèse pas, qu'on n'ait pas de poids. Ils ont déclaré qu'il fallait former un groupe avec 7 nationalités différentes pour pouvoir
taper du poing, faire barrage à des traités, etc. Et nous serons entre 110 et 130. Donc ce sera un groupe entre 110 et 130. Donc le groupe de Marine Le Pen, les députés de Marine Le Pen auront du poids. Nous pourrons bloquer le TAFTA, il ne passera pas. Schengen, adieu. On dira adieu à Schengen et à l'immigration clandestine avec tous ces Lampedusa et ces êtres humains au fond des océans, où tous ces êtres humains qui arrivent à passer la frontière et qui arrivent dans les pays, et puis après, vous savez ce que ça occasionne, insécurité, mendicité, etc. Donc, et aussi vous savez, parmi les traités, il y a la directive détachement. La directive détachement, c'est 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus par les Français, mais qui sont pourvus par des ouvriers détachés de l'Union européenne qui arrivent en France. Et je vous donne un exemple. Chez le grand méthanier de Dunkerque, 40% des ouvriers sont des travailleurs détachés. Ce qui veut dire que cette mesure, elle profite aux multinationales. En attendant, la courbe du chômage en France, elle monte, elle grimpe, et 500 000 emplois, eh bien, sont réservés à des travailleurs détachés. Et ce sont nos dirigeants qui ont signé, qui ont ratifié. Qui ont créé finalement cette mobilité inter-européenne. Tout à fait. Mais ils auraient pu protéger la France. C'est inadmissible. Alors justement, sur ces principes-là, et je le disais tout à l'heure aussi, les instituts de sondage vous donnent le Front National quand même en position très favorable. Quels sont aujourd'hui vos contacts, vos rapports avec d'autres partis similaires justement en Europe, qui aussi d'ailleurs, dans leur pays, respectivement, se trouvent très bien placés quant aux intentions de vote? Eh bien, étant à la Réunion, étant en Outre-mer, je sais qu'il y a beaucoup d'unions, les unions, elles vont se faire, c'est déjà prévu, des accords entre les partis, le parti de Marine Le Pen et d'autres partis d'Europe. C'est la raison pour laquelle les députés seront de l'ordre de 110 à 130. Mais bon, à la Réunion, on n'a pas idée, puisque vous savez, eux, ils sont à 100% en politique, donc ils connaissent les partis d'Europe, mais on n'est pas trop concerné par. Sauf que s'il y a quand même 2 ou 3 députés, quelquefois, les décisions se jouent à quelques voix. Donc c'est toujours intéressant d'avoir quelques députés supplémentaires qui effectivement peuvent adhérer à certaines idées. Ah oui, tout à fait. Mais je veux dire par là que le député de l'Outre-mer s'occupera des dossiers de l'Outre-mer, des intérêts des Français de l'Outre-mer, mais tout particulièrement. Mais il s'occupera aussi des dossiers des Français de métropole. Donc ce sera c'est un groupe, ils formeront un groupe. Et des ultramarins de métropole également? Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des outre-mer, mais quelquefois on oublie ces ultramarins qui sont installés à métropole. Non, ils sont pas oubliés, oui. Oui, justement, ils sont pas oubliés, mais quelquefois tout à fait. On les oublie un peu. Quel que soit le français, où qu'il soit, vous savez, il y a même les Français de l'étranger qui votent. D'ailleurs, c'est le candidat de l'Île-de-France qui est le candidat des Français de l'étranger. Donc, quel que soit, quand on est français, eh bien, on n'est pas oublié. Les Français sont les petits de notre mère patrie, la France. Marie-Luce Brasier-Klein, il nous reste quelques minutes pour parler encore effectivement du programme de la liste bleu marine. À vous écouter. Quitter Bruxelles et se concentrer, focaliser sur les intérêts nationaux, d'où l'intitulé de votre liste, non à Bruxelles ou à la France. Est-ce à dire aussi qu'il faut aussi préparer les Français finalement à un changement de société? Mais tout à fait. Et un autre fonctionnement, un changement de société et un autre fonctionnement. La France va retrouver sa souveraineté, donc elle va retrouver ses pouvoirs décisionnels. Donc la France travaillera pour la France et les Français. Donc, mais bien sûr qu'elle va travailler en coopération avec d'autres nations aussi, puisque il va y avoir des échanges. Hein. C'est pas parce que on est pour la disparition de Schengen que nos frontières elles seront fermées. Non, les frontières elles seront là et on va avoir une maîtrise de nos frontières, mais nous allons avoir un commerce, des échanges, importation et exportation avec les autres pays. Et je voulais rajouter au niveau de l'outre-mer pour le projet la continuité territoriale en matière aérienne, en matière maritime, en matière de téléphonie, donc que les Français d'outre-mer aient des tarifs alignés sur la France métropolitaine. Donc c'est très important que le citoyen sache que nous sommes pour la continuité territoriale. Oui, parce que ça, c'est souvent prôné, c'est souvent mis en avant, c'est souvent
proposé. Tout à... Mais au bout du compte, on se retrouve à payer le double, le triple. Mais bien sûr, et en plus, vous savez, je crois que c'est 360 € ou 260 € pour les billets d'avion pour certaines catégories de personnes. C'est de la poudre aux yeux. C'est inadmissible. On est tous français, donc il faut que les billets, ils soient pour les billets d'avion à tarif préférentiel, soit pour tous les Français, et d'ailleurs dans les deux sens. Parce que vous savez, quand vous êtes Français métropolitain et que vous avez envie de partir en vacances, bon nombre de Français de métropole souhaiteraient découvrir l'outre-mer. Vous savez, ils sont passionnés par l'outre-mer, par notre culture, par nos traditions, et quand ils décident de partir en vacances, eh bien pour le même prix, pour 1 000 € par exemple, ils ont une semaine avion, enfin c'est un package avion, hôtel, tout compris, et ça correspond que pour le billet d'avion pour venir dans l'outre-mer. Donc l'idéal, ce serait de leur offrir un package plutôt que d'aller vers d'autres contrées, pouvoir découvrir et partager avec les Français d'outre-mer, bien sûr. Aujourd'hui, les échanges aussi avec la région, en tout cas la région océan Indien, c'est aussi quelque chose qui émerge aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est très important justement ces échanges et chercher une complémentarité. Bien sûr, absolument. Vous savez, tout échange, c'est pour l'ouverture d'esprit, la communication, c'est important. Merci Marie-Luce Brasier-Klein. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Puis on va vous souhaiter une bonne campagne. Merci à vous. Merci, ce fut un plaisir. Je vous remercie. Merci et bonne journée à l'écoute des programmes de Plus FM. À bientôt.